vais laisser la parole sans tarder et sans prendre retard sur notre timing à l'observatoire, à la table ronde sur l'observatoire du traitement des médicaments, en orateur invité Anne-Sophie Lapointe de la DGOS et puis Arnaud Sandrin qui est le directeur opérationnel de la BNDMR, puisque ces personnes bien sûr sont impliquées dans ce travail et vont pouvoir être très utiles pour être des personnes ressources lorsqu'on aura des difficultés à avancer, soutien toujours, et ça je l'ai bien pu l'expérimenter chaque fois qu'il y a pu y avoir des échanges avec autant Arnaud qu'Anne-Sophie Lapointe et toutes les équipes concernées pour que nous puissions avancer au mieux en mesurant nos difficultés, je dirais, au fil de l'eau plutôt que brutalement à un état des lieux. Voilà, il faut laisser personne dans la difficulté pour avancer au mieux. Oui, un grand merci Christine. Moi, j'ai entendu des mots qui résonnent complètement positivement. C'est-à-dire que, Christine, vous avez parlé de personnes ressources et c'est également le cas des filières et de la filière FIMARAD pour la DGOS, pour le ministère de la Santé. On ne pourrait pas piloter ce troisième plan maladie rare si nous n'avions pas Christine pour pouvoir, avec les autres animateurs, donner du sens aux actions du plan. Et donc, personnes ressources, échanges. Et puis, je crois que comme à l'origine de ce troisième plan, on est aussi sur une co-construction et il faut pouvoir garder cet ajustement au millimètre et ça nécessite en fait d'être au fil de l'eau en permanence en contact pour assurer de la cohérence à nos actions. Donc, ce matin, on va partager une table ronde sur l'observatoire des traitements, mais je ne me voyais pas commencer quand même cet observatoire des traitements sans faire le lien sur tout ce qui nous anime dans les maladies rares et les ponts qu'il y a en permanence entre soins et recherche et le fait qu'on ne peut pas faire du soin sans avoir en pensée, je dirais, tout ce qui cela va apporter à la recherche et inversement, en quoi la recherche va permettre d'améliorer les parcours de soins. Donc voilà les 5 ambitions de notre plan sur le diagnostic pour un diagnostic rapide pour chacun, l'innovation, l'amélioration de la qualité de vie, de l'autonomie des personnes malades et des aidants. C'est évident que c'était inclus dedans. Communiquer et former et puis également rendre notre système efficient pour pouvoir soutenir le plus possible nos centres par des appels à projets, par des financements bien spécifiques, de façon à pouvoir leur donner, je dirais, des bouffées d'air frais, les moyens de conduire les politiques que l'on leur demande. Donc, ce travail se fait en 11 axes avec, vous voyez le détail de ces 5 ambitions du plan qui sont autour du diagnostic, je dirais, et de la thérapeutique, qui sont un peu les 2 piliers. Et donc, on a toute la question de l'errance, mais aussi du dépistage, toute la question autour des données, du partage des données, la question sur l'accès au traitement, mais aussi toute la question du repositionnement des molécules, les hors AMM, comment on peut faire un écosystème plus favorable à cet repositionnement des molécules et c'est là où on verra que nos axes et nos actions sont en lien entre, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire ça sans s'exonérer de collecte de données, notamment des données en vie réelle. Toute la question de l'impulser la recherche, l'innovation qui va de pair dans les maladies rares et puis ne pas oublier en fait ce qui fait le quotidien en fait des familles, l'accès à l'école, l'accès à un travail, le parcours de soins, mais le parcours en ville, qui est un enjeu majeur pour pouvoir là aussi réduire l'errance, comment être mieux orienté vers les centres experts, ce qui forcément s'accompagne d'une formation des professionnels pour pouvoir mieux détecter plus vite. Alors, je vais juste faire un petit point là-dessus parce que ce n'est pas l'objet de notre table ronde, mais sachez que les filières ont bien battu, démené pour que ce point-là du troisième plan maladie rare avance. Et cette année, on a eu une avancée majeure parce que partout, vous aurez des étudiants en médecine, de jeunes étudiants dans leur premier
cursus de formation, ils auront proposé un module sur les maladies rares. Alors évidemment, pas les 6 à 8 000 maladies rares, mais comment orienter vers des centres experts, quel est le système, la présentation notamment de maladies rares infoservices, de notre maillage maladies rares en France. Et ça, c'est un enjeu majeur de cette année. Et puis, le troisième plan repose énormément sur l'action des filières et on les remercie de tout le travail, vraiment cette dynamique avec les associations qu'ils construisent et qui est essentielle pour nous positionner, voilà, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau international. Et Christine étant aussi la coordinatrice de l'ERN-Skin, elle sait très bien ce que ça implique. Et je vous avouerai que la première fois que j'ai entendu parler de Christine, c'était à l'Europe, avec des associations européennes, parce qu'elle y est extrêmement dédiée et active depuis de nombreuses années. Et c'est quelque chose qui, voilà, c'était les premiers échos que j'avais de Christine et de la filière. Une petite un petit point simplement pour vous montrer un petit peu l'environnement, notre écosystème qui est extrêmement large. Et en fait, vous avez des pilotes et des copilotes. Et donc, on a spécifiquement la mission maladie rare à piloter toute l'axe 1 sur le diagnostic. On a les questions autour du partage de données avec la BNDMR. On a toutes les questions sur l'amélioration des parcours de soins avec des appels à projets ETP et PNDS. On a toute la question sur la formation des professionnels, mais aussi des patients experts, toute la question du maillage avec nos centres, avec les filières. Donc, on est là en pilote en premier, et sinon, il y a beaucoup d'autres axes et actions où nous sommes copilotes avec nos amis des différentes administrations ou du ministère de la Recherche, parce que nous avons un plan qui est porté vraiment interministériel et avec une très bonne dynamique avec le ministère de la Recherche. Et donc, ce matin, pour avoir fait une vue très, très rapide de nos axes du plan, parce que c'était pas l'objet de ma table ronde, je vais plus spécifiquement m'appuyer sur ce qui vous a été présenté. Ces slides sont toutes récentes. Elles datent de notre comité opérationnel du 12 novembre et du comité stratégique du 17, qui sont des slides qui ont été donnés par mes collègues de la DGS et puis de la DSS, parce que c'est eux qui plus spécifiquement pilotent cet axe 4 du PNMR3 pour promouvoir l'accès au traitement dans les maladies rares. Donc, je vais vous décrire un petit peu ce qui s'est dit. Vous allez vraiment rentrer au cœur de la décision politique, je dirais, de là où en sont ces pilotes du ministère et puis et de ces acteurs majeurs pour nous, pour pouvoir pour avancer sur ces questions-là. Donc, une première promouvoir, on a choisi, et c'est inscrit dans le plan, et je vous invite à vraiment relire tous ces axes du plan. On a des objectifs très précis. Donc, ce que je vais vous présenter sera par objectif. Donc, vous avez nous souhaitons la création d'observatoires de traitement dans chacune des filières de santé maladies rares. Nous avons fait un premier recensement à partir des rapports d'activité des filières, et ce rapport va être publié très prochainement. Nous avons 16 filières sur les 23 qui ont déjà commencé à mettre en place ce qu'on peut appeler un observatoire des traitements, qui en fait, c'est un peu un gros mot, mais l'observatoire veut dire pouvoir suivre, je dirais, dans le temps, cette question des traitements, organiser cet observatoire avec un groupe de travail, créer des dynamiques, et on verra qu'on va également solliciter quelques filières pilotes, dont Fimarad, pour pouvoir porter des registres bien spécifiques sur des médicaments qui seraient intéressants comme candidats pour faire du repositionnement et de voir de la collecte de données. Donc, on a besoin d'avoir une visibilité aussi sur ce qui se fera pour chaque filière. Et puis, clairement, les filières vont s'appuyer sur… donc, les filières, c'est soit des centres de référence maladies rares, soit des centres de compétences maladies rares, mais aussi les centres de ressources et compétences. Il ne faut pas oublier la mucoviscidose, la SLA et les maladies hémorragiques. Et donc, l'objectif est vraiment de soutenir des projets de recherche académique. On voit bien
bien que la filière commence à être très acteur sur ce volet-là, promouvoir des essais thérapeutiques et puis les évaluer. Donc sur la recherche académique, je dirais que ce qui est intéressant du côté de la filière, c'est aussi finalement ce que la filière peut donner en donnant des coups de pouce au départ pour initier des premiers projets. C'est que surtout ce que nous souhaitons aussi pour dynamiser la recherche dans les maladies rares, c'est qu'ensuite ces premiers projets qui ont été initiés pour la filière, je dirais, il faut être ambitieux et ils doivent pouvoir être un peu le socle de base pour pouvoir après, aller chercher des projets plus larges, soit au niveau européen, soit au niveau des PHRC, des PREM et des PREPS, voilà, qui sont pilotés par la DGOS, par le ministère, mais qui sont vraiment dotés de sommes importantes et on a maintenant un suivi un peu plus précis aussi par rapport aux maladies rares. On a un recensement qui va se faire avec les orphacodes en fonction des projets qui vont être déposés. Donc, je crois que c'est aussi une opportunité qu'il ne faut pas oublier. Après, voilà, il faut avoir des tremplins par les filières pour après avoir des projets plus larges. Donc, ma présentation sur l'accès au traitement va être, vous avez de toutes les manières mes slides, ça va être difficile de rentrer dans le détail dans un temps un peu court, mais on va travailler par objectif, c'est-à-dire que les deux premiers objectifs sont de favoriser un accès rapide aux innovations thérapeutiques et puis de renforcer la connaissance en vie réelle des médicaments orphelins. Et puis, je dirais aussi, et ça on le verra un peu plus tard, des médicaments dont on pense que le repositionnement, enfin, qui sont déjà utilisés en ARAMM fréquemment, mais qui sont, je dirais, utilisés de façon fragmentée en ARAMM. On n'y a pas une visibilité globale sur ce qu'ils apportent. Donc, on souhaite faire bouger ce point-là. Donc, sur le premier point, ce qui est récurrent, je dirais, c'est qu'on doit absolument faire connaître les procédures d'accès sur tout ce qui est disposition pour accélérer les enregistrements, etc., pour les traitements des maladies rares. On a nos collègues de la DSS qui ont saisi la HAS pour dresser un état des lieux sur tout ce qui est question des recours, des traitements dans le cas des médicaments orphelins et des médicaments utilisés pour les maladies rares par rapport au dispositif, comment ça s'organise, les consultations précoces, les procédures d'évaluation anticipée qui sont des choses qui ont bougé récemment. Donc, c'est important de pouvoir aussi voir cet écosystème qui est très changeant très rapidement dans une dynamique très positive et sur lequel on doit pouvoir faire partager ces évolutions, je dirais, de la NSM aussi, sur toute sa question de consultation précoce et de procédures d'évaluation qui sont très importantes pour nos maladies rares. C'est des choses qui existaient déjà au niveau de l'EMA, pour l'Agence européenne du médicament et je dirais qui maintenant en cascade se décline en France. Pour le deuxième point, se renforcer la connaissance en vie réelle des médicaments orphelins, on voit bien qu'il faut mettre en place une organisation, on a besoin d'avoir un suivi, on a besoin d'avoir des méthodes et des méthodologies. Donc là aussi, il faut savoir un peu ce qui existe et il va y avoir un groupe de travail qui va se mettre en place en 2021 avec les institutions publiques pour pouvoir vraiment comprendre, augmenter les connaissances sur ces médicaments en vie réelle et voir comment, pour les maladies rares, on pourrait proposer des actions très, très concrètes. Et donc, je vous ferai part d'initiatives qu'on est en train de construire et Arnaud de la BNDMR pourra rebondir juste après et vous donnera les exemples aussi. Donc, encore, toujours sur cette idée de renforcer la connaissance en vie réelle des médicaments orphelins, l'idée, c'est de pouvoir mieux comprendre ce que l'action de ces médicaments pris pour des personnes ayant une maladie rare, mais en fait bénéficiant de traitements qui n'ont pas l'AMM pour leur indication, ce qui est toujours embêtant, problématique, dans le sens où on l'a bien vu pour vos pathologies. Je me souviens très bien
de José de Filis, se battant allant jusqu'au ministère, justement, pour pouvoir dire, mais non, ce médicament est très important pour nous, il est en RMM et il faut pouvoir garder un accès et pouvoir continuer à l'avoir. Donc, on voit bien qu'il y en a qui sont vraiment des traitements d'intérêt et plutôt que de laisser le doute, ce qui n'est jamais bon pour après prendre des décisions, il faut pouvoir recueillir des données. Donc, ce travail va se faire conjointement avec nos amis de la DGS et puis de la DSS, en articulation à la fois avec les filières et puis l'idée, c'est aussi avec la Banque nationale des données maladies rares, de façon à pouvoir avoir à la fois dans la BNDMR peut-être un socle commun à toutes les filières sur un cartouche sur les traitements, puisque pour l'instant la BNDMR propose de renseigner des médicaments, mais quand ils sont avec une désignation de médicaments orphelins, donc il y a toute une partie qui n'est pas prise en compte. Donc c'est important d'avoir ce travail-là. Et puis on souhaite vraiment que ce soit porté sur toute l'évolution qu'il y a sur les prescriptions RMM et qu'on puisse être force de proposition. Donc, on a besoin de faire un état, je dirais, à la fois rétrospectif et prospectif de ce qui existe. C'est pour ça que l'Observatoire des traitements sera important. L'idée que chaque filière puisse étudier et repérer les molécules d'intérêt, recenser ces pratiques. Et il y aura également un accompagnement par la loi qui permettrait aussi de prendre en compte pour les accès précoces et compassionnels dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2021. Il y a également tout un champ qui accompagne cet accès au traitement pour les maladies rares, sous couvert aussi de collecte de données. Et donc, c'est toujours cette question de la collecte des données pour pouvoir mieux renseigner qui nous importe et qu'on va essayer cette année d'être très proactif sur ce sujet-là. Donc, courant automne, on a eu une réunion. L'idée, c'est de mettre en place pour 2021, à partir de nos 5 filières qui font partie du groupe de travail avec la DGS sur mettre en place des recueils de données pour 1 ou 2 traitements d'intérêt hors AMM et pouvoir suivre dans le temps, je dirais, les effets de ce traitement et de voir comment on articulera cela avec la BNDMR de façon à avoir absolument, on ne peut pas découpler les registres. Il faut qu'on ait une cohérence entre et également avec des registres qui seraient existants. Donc, c'est un travail qui est un premier travail à mettre en place. On aura un financement qui sera dédié à chaque filière pour faire ce travail-là. C'est évident que c'est quelque chose qui viendra en plus, et ça va être financé dès la fin de l'année. Chaque filière se verra notifier un financement dédié pour ces registres. Et je sais que pour Christine, c'était un point important. Elle était là à une des premières réunions et on l'a entendu. Et puis, voilà, donc seront éligibles les maladies rares reposant sur des traitements hors AMM, insuffisamment étayés pour prétendre à un encadrement par la NSM, sachant que toute la question des RTU, on a bien vu, n'était pas du tout pertinente. Le repositionnement est très compliqué à faire pour nos maladies rares, donc il fallait trouver quelque chose, une autre solution. Donc voilà un peu cette troisième voie. Il faudra construire ça avec la NSM, et la NSM fait partie de toutes nos réunions de travail, mais c'est absolument important de pouvoir aussi avoir des items pour ces registres qui correspondent aux évaluations et à ce qui est demandé ensuite pour l'accès compassionnel. Donc l'idée, c'est adapter donc ce dispositif des RTU aux spécificités des maladies rares avec une forte mobilisation des observatoires des traitements, établir des liens étroits avec la NSM, mieux encadrer ces pratiques de prescription hors AMM et de garantir ça, je dirais, dans la loi, le fait de pouvoir ensuite avoir un accès compassionnel qui se substituera au RTI qui ne fonctionnait pas. Donc, on aura un bilan annuel, comme c'est un observatoire, un suivi étroit à faire et notre bilan cette année, c'est fait avec ce groupe de travail pour pouvoir vraiment co-construire tous ensemble. Ça ne se fera pas tout seul. Et donc, on a vraiment la volonté de faire bouger ce point. Les associations sont aussi très engagées sur ce sujet-là. Et la FM Téléthon qui
avait tout fait au deuxième plan maladie rare pour pouvoir faire bouger ce point-là. C'était un point qui restait du deuxième plan maladie rare qui n'avait pas bougé, et on espère vraiment à mi-parcours du troisième plan que l'on arrive à trouver une solution. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des écoutes absolument très, très, très attentives du côté de la DSS notamment. Et vous savez bien que les payeurs et que voilà, la sécurité sociale et le remboursement, c'est quelque chose de très important. Et on est vraiment dans une dynamique très positive avec ses collègues. Donc, on attend un maximum sur ce sujet-là. Et je voulais juste conclure avec mettre en lumière ce que la filière FIMARAD a pu faire sur ces questions-là et qui, pour nous, font tout leur sens par rapport à ces futurs observatoires des traitements. Et donc, je vous ai beaucoup parlé de registre des pratiques, collecte de données. Donc, ça passera par le développement de Bamara, le fait que chaque centre puisse rentrer les données des patients. C'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas l'enlever de l'action de l'Observatoire des traitements, le fait qu'il faut aussi renseigner les données, que l'épidémiologie soit aussi mieux connue de la maladie pour pouvoir mieux connaître l'histoire naturelle de cette maladie. Donc, on a un déploiement et une aide à la formation par une chargée de mission de la filière. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Il y a eu un accent aussi mis par rapport à l'outre-mer. C'est aussi quelque chose qui nous compte beaucoup. On sait que l'outre-mer peut être, et les outre-mer peuvent être isolés. C'est important de les soutenir dans leur action. Donc, c'est un travail important. Il y a un gros travail aussi au niveau de la fiche Orbis pour pouvoir caler les derniers ajustements au niveau de la PHP. Et puis, nous, ministère de la Santé, on pilote un pilote sur la fiche maladie rare au sein du dossier patient informatisé. Il y a déjà 18 établissements qui sont dans ce travail-là, mais nos 2 prochaines années, on souhaite vraiment l'étendre à l'ensemble des établissements. On a donc aussi un maillage en région avec les chargés de mission en région, et puis le lien très important avec Orphanet, Orphacode et l'harmonisation des cotages avec les maladies dermatologiques rares. Et puis le dernier point qui est l'Observatoire des traitements pour la filière. J'ai noté qu'il y avait déjà des choses en place avec un groupe de travail de la filière sur médicaments et recherche, noté comme un lieu d'échange, de concertation, de centralisation de l'information correspondant au repérage des nouvelles molécules. Donc ça, c'est très, très important si on veut pouvoir après travailler sur un recueil de données sur ces molécules. Et puis, c'est mettre en place aussi une stratégie et je souligne l'importance de ce recrutement d'une chef de projet scientifique médical. La veille bibliographique est fondamentale et tout ce travail sera certainement extrêmement bien coordonné. Et donc, on a toutes les prescriptions hors AMM avec ce pilote. Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. C'est en fait 5 filières de santé maladies rares qui seront pilotes de ce sujet-là. Donc, voilà pour ma partie. Et je termine sur un hors-sujet, mais sciemment, mais avec cette deuxième vague et ce reconfinement, je tiens juste quand même à souligner tout le travail qui a été fait pendant la première épidémie, mais qui continue, et avec le lien avec Orphan News et le fait qu'il y a eu une très bonne dynamique des filières avec les associations pour pouvoir en continu, et ça continue, ajuster les informations et donner une visibilité le plus possible pour les patients maladies rares sur comment s'organiser. Donc voilà mon mot de la fin. Merci. Merci beaucoup, Anne-Sophie. On va continuer en fait la table ronde pour regrouper les questions. Le groupe de travail sur le médicament se met en place véritablement là, donc c'était très important d'avoir toute cette introduction. Il y aura sûrement des questions, donc sans retarder, je passe la parole à l'orateur suivant, Arnaud. Arnaud, je vous laisse la parole. Très bien, merci. Ma présentation s'affiche bien, du coup? Oui. Ok, très bien.
Alors, merci beaucoup déjà de m'avoir invité à vous faire ce petit état des lieux de ce qui est fait et envisageable dans la BNDMR en lien avec les médicaments. Je vous présenterai succinctement trois points. Le premier qui est le recueil des données aujourd'hui sur la base du set de données minimum, et on verra les limites de ce recueil actuel. Le deuxième point, c'est l'opportunité, et ça c'est quelque chose qui a été discuté au sein des groupes de travail évoqués par Anne-Sophie en lien avec les différentes parties prenantes, de l'intérêt du chaînage entre la BNDMR et l'assurance maladie pour justement ne surtout pas recréer éviter de collecter des données et du coup qu'il y ait un effort de saisie supplémentaire, alors que déjà en rassemblant bien et en organisant bien les données actuellement disponibles, on peut déjà sortir des informations intéressantes pour les autorités en lien avec le médicament. Et le troisième point sera donc l'interaction entre la BNDMR et ses futurs registres qui devront tout de même voir le jour, puisqu'il y a des données en vie réelle qui tout simplement n'existent pas aujourd'hui, et donc il faut bien sûr les collecter dans des registres ad hoc. Premier point, l'état des lieux sur ce qui est collecté aujourd'hui dans la BNDMR. Pour ceux d'entre vous qui utilisent Bamara, vous reconnaîtrez cette capture d'écran. Sinon, ceux qui utilisent des fiches maladies rares dans des dossiers patients informatisés, que ce soit Orbis, Colemara, Sillage ou autres, vous reconnaîtrez certainement un équivalent local. Le set de données minimum demande si un traitement médicamenteux spécifique à la maladie rare est en cours ou non. Et s'il est en cours, on propose de renseigner ce médicament. Et là, c'est assez sélectif puisque la liste qui est proposée est uniquement celle des médicaments orphelins désignés comme tels par l'Agence européenne du médicament. À aujourd'hui, sur les près de 25 000 patients qui ont une prise en charge Fimarade dans la BNDMR, il y en a un peu moins de 1000 pour lesquels la case cochée est oui, un traitement médicamenteux spécifique à la maladie rare est en cours, ce qui fait à peu près 4%. Pour autant, dans la très grande majorité de ces cas, le médicament orphelin n'est pas précisé. Seuls 2 sont renseignés. Je ne sais même pas si c'est pertinent de le mentionner parce que ça concerne vraiment des tout petits effectifs de patients, moins de 10 patients pour chacun, mais à toutes fins utiles, je le cite, il y a le thalidomide et l'éverolimus. Je précise donc qu'on a évidemment conscience qu'il y a une double limite là-dessus. La première, c'est sur ce fait de renseigner qu'un traitement médicamenteux spécifique à la maladie rare est en cours ou non. C'est une information où, pour certains, ça va être oui, il y a bien un traitement disponible. Pour d'autres, ça va être oui, il y a bien un traitement parmi la liste des traitements orphelins de l'Agence européenne du médicament. Évidemment, ce n'est pas tout à fait la même réponse puisque la liste des traitements orphelins est très restrictive. Donc là-dessus, sur le set de données minimum, c'était pour dire il y a ces informations-là qui font un très très gros panorama à très grosse maille, mais bien sûr, ce n'est pas du tout suffisant pour notamment poursuivre tout ce qui va être en dehors des autorisations de mise sur le marché ou en tout cas suite aux autorisations récentes. Donc, la deuxième étape possible, c'est ce chaînage entre la BNDMR et les données de l'assurance maladie. L'objectif étant d'analyser les consommations de médicaments des patients. Dans les données de l'assurance maladie, il y a donc un recueil sur à peu près 10 années qui, bien sûr, ne permet pas de savoir si le patient consomme effectivement le médicament, mais au moins si le médicament s'il a été le retirer, que ce soit à l'hôpital ou en ville. Donc, c'est tout de même une information importante. La limite, surtout des données de l'assurance maladie, c'est que ce ne sont pas des données de vie réelles, au sens où on sait si le patient va chercher son médicament à la pharmacie. On ne sait pas pour autant s'il se sent mieux, comment ses signes cliniques évoluent suite à la prise de ce médicament. On peut simplement le déduire à partir de l'évolution de son parcours de soins, mais bien sûr, c'est limitatif. Donc, je dirais que ça permet de répondre à beaucoup de questions. Par exemple, pour les traitements hors AMM, combien de patients vont vraiment chercher ces médicaments-là, combien les consomment. Donc, ça permet d'avoir un premier panorama, je dirais, utile à cet observatoire des traitements. Par contre, c'est insuffisant pour les questions que peuvent poser les autorités en lien avec le médicament. Donc, simplement, comment ça fonctionne, ce chaînage BNDMR et données de l'assurance maladie?
Les blocs que vous voyez en jaune, ce sont les données qu'on a dans la BNDMR. Donc, on a des informations sur le patient, et notamment, on sait précisément quelle est sa maladie, puisqu'elle est codée avec la terminologie Orphanet, modulo bien sûr les limites qu'on connaît sur cette terminologie. Et puis ensuite, on a les autres éléments du set de données minimum. Du côté de l'assurance maladie, on a les mêmes patients, simplement sur le diagnostic, on a moins d'informations. On a les informations qu'on a, c'est les ALD, est-ce que le patient bénéficie d'une ALD, et les diagnostics qui ont été posés lors de séjours hospitaliers codés avec les terminologies SIM10. Donc, pour certaines maladies rares, disons les moins rares, ce codage permet de repérer les patients correctement. Pour d'autres, c'est impossible. Donc, c'est la limite. C'est là que ce chaînage se fait. Hein. Techniquement, ça ressemble un petit peu à ce que vous voyez sur la diapositive. Donc, on regroupe les patients et puis du coup, on a une même base de données dans laquelle il y a à la fois les données de l'assurance maladie, donc les dépenses et remboursements de prestations de soins en ville et en établissement de santé, et on a le diagnostic codé Orphanet dans le réseau d'expertise maladies rares. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire ce type d'études. Comment ça se passe simplement en termes de calendrier pour vous donner une idée? Donc là, je fais un peu un appel à vocation, je dirais, hein, si certains d'entre vous souhaitent lancer ce type d'études, au moment où on le lance, je dirais à la date T, il faut compter grosso modo 1 an entre le moment où on le lance, où on décide de lancer le projet, et le moment où une publication peut être soumise. Pourquoi? Parce qu'il faut compter 1 mois d'écriture du protocole. On a des modèles qui existent. Ensuite, il y a 4 mois, grosso modo, d'attente que le CESRES et la CNIL donnent leur accord. Ensuite, un chaînage au sein du Health Data Hub, une analyse des données et puis enfin l'envoi de la publication. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant. C'est un travail qui est effectué par d'autres filières. Troisième point que je voulais donc évoquer avec vous aujourd'hui, ce sont les interactions entre la BNDMR et ces pilotes des registres des pratiques qui vont voir le jour, et notamment donc, il y en aura un pour la filière FIMARAD. Comme les autres registres, l'objectif est de vous épargner la double saisie au moins de la partie 7 de données minimum, même si, on l'a vu, cette partie ne sera pas du tout suffisante. Donc, il y aura d'autres items à saisir dans ces registres, mais au moins pour cette partie-là, on sera bien sûr en lien avec les registres des pratiques pour s'assurer qu'il y aura bien une possibilité de reprise des données que vous aurez déjà saisies. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Arnaud. Donc, je pense que là, on va ouvrir la table ronde aux questions de tous ceux qui sont avec nous. Donc, il y a des questions qui sont remontées par chat, mais il n'y en a qu'une finalement. Oui, il n'y a qu'une question dans l'immédiat. Surtout, tous ceux qui sont avec nous, envoyez bien vos questions par chat, qu'elles puissent être abordées dès maintenant, en gardant bien à l'esprit que tout ce qui va être discuté là va nourrir le groupe de travail. Et donc, il peut y avoir des renseignements à avoir d'emblée auprès de Anne-Sophie et de Arnaud, très utiles pour notre groupe de travail, donc surtout faites-le. Donc, il y a une question ou un commentaire qui est de Zaskia Oro, qui fait état d'un recensement des médicaments hors AMM qui a été fait pour les maladies bulleuses auto-immunes dans les listes d'actes et des prestations il y a quelques années, en demandant si ces données ont été exploitées déjà. Je pense que comme c'était il y a quelques années, de toute façon, ces données seront à reprendre, me semble-t-il, là, dans l'actualisation qui souhaite être faite, là, de se reprendre quelque chose qui part de maintenant en reprenant des données anciennes. Il me semble qu'il faut voir comment valoriser, bien sûr, ce travail, mais qu'il y a une nécessité d'une actualisation de tout ça. Je pense que ça pourrait être discuté dans le groupe de travail avec en particulier, ce groupe de travail est animé aussi avec Pascal Joly, qui s'occupe plus particulièrement des maladies bulleuses auto-immunes. On refera un point sur ça, Zaskia, mais je pense que là, il y a très certainement possibilité de valoriser ce qui a déjà été fait en l'actualisant dans le même temps. C'est une continuité, bien entendu. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur le chat là, moi j'ai quelques questions. Si, pardon. Alors, pendant que on note la question qui vient d'être envoyée, j'ai quelques questions à poser. Anne-Sophie, vous avez dit qu'il y avait finalement 1 ou 2 traitements par filière qui seront plus particulièrement suivis, si j'ai bien compris. Mais on a tellement de maladies différentes. Oui, on a tellement de maladies différentes avec des avancées extrêmement importantes dans différents groupes de maladies
que ce soit des maladies bulleuses auto-immunes, mais aussi dans les génodermatoses, beaucoup d'avancées dans des possibilités de repositionnement de traitement pour des symptômes des maladies, qui sont évidemment ce qui est le plus invalidant au quotidien des patients. Et le choix finalement de un ou deux traitements, ça me semble un peu restrictif par rapport aux avancées qu'il y a sur un grand nombre de maladies, en tous les cas, peut-être pas en curatif définitif, mais sur des symptômes extrêmement invalidants au quotidien. Je m'explique. Par exemple, il y a des avancées de possibilités de repositionnement pour le prurite, par exemple, et des démangeaisons. C'est pas une maladie, mais c'est un symptôme partagé pour l'inflammation cutanée, pour la douleur. Ce ne sont que des exemples. Donc, un ou deux traitements encadrés un peu comme ça me semble un petit peu limitatif sur le nombre de maladies. Ça, c'est une première remarque. Alors, plutôt pour perdre le fil, je préfère répondre tout de suite, Christine, sur ta question. En fait, on est sur un pilote. Hein. Il faut noter que c'est un pilote avec pour 5 filières et le choix de faire 2 registres des pratiques pour chaque filière. Donc, ces registres des pratiques, en fait, ils fonctionnent par maladie et à l'intérieur de ces registres des pratiques, il peut y avoir des sous-items. Donc, pour une même maladie, il peut y avoir plusieurs traitements. Donc, nous, ce que on avait vu avec les gens qui portent ces registres des pratiques, en fait, la mise en place est d'une certaine somme qui est un espèce de package par maladie pour pouvoir avoir un registre des pratiques par maladie. Ensuite, c'est pour ça que c'est un pilote, il faudra construire avec eux et de voir comment on peut détailler cela, mais c'est vrai que pour l'instant, on s'est appuyé sur l'idée de faire à l'intérieur de chaque filière, de choisir 2 registres des pratiques par maladie et à l'intérieur de ces maladies, de pouvoir peut-être détailler plusieurs traitements. Mais c'est vrai qu'on est dans l'idée du pilote. Ensuite, donc nous, c'est un financement supplémentaire que l'on apporte et l'idée étant, après, ça peut être aussi de la filière, de dire ben moi je veux bien mettre un petit coup de pouce. Bien évidemment, on ne dira pas à la filière que c'est pas légitime puisque nous on le pousse, mais si la filière se dit ben, dès maintenant en fait j'aimerais ne pas en avoir 2 mais en avoir 5 ou en avoir 4, en fait voilà, on va discuter dans un groupe un peu resserré. Je voulais prendre le temps en décembre pour qu'on fasse une petite réunion avec les 5 filières qui sont déjà positionnées pour vraiment voir un petit peu plus finement comment on découpe cela. Mais il y a aussi une autonomie par rapport à ce qu'on vous apporte comme financement et comment vous allez l'allouer. Mais l'idée, c'est de valider au bout d'un an. Et alors, je répète, il faut qu'on voit comment on construit ça avec ce qui existe déjà, avec la BNDMR. Là, j'ai initié, on a un groupe de travail qu'on veut mettre en place avec cette fédération des spécialités médicales et puis la DGS, la DSS, la NSM et la BNDMR pour vraiment voir ce que l'on peut faire, parce que l'idée, c'est justement de pouvoir le plus possible les données qui sont rentrées dans le DPI, dans le set de données minimum maladie rare ou dans un cartouche traitement, comment on pourrait l'exporter déjà dans ces registres. Et donc, on a à faire finement ce travail-là. Et puis aussi avec des registres existants. Et forcément, quand je pense à Fimarad, moi, je pense à Radicaux. Comment on embarque aussi des cohortes radicaux où il y a certainement des items traitements qui sont à l'intérieur de ces cohortes. Très bien. Donc, il y a dans notre filière, il y a également l'aspect pédiatrique. Hein. On a beaucoup de maladies à début pédiatrique qui fait qu'à la dimension supplémentaire de plein de maladies différentes, des tranches d'âge bien différentes, et on connaît les difficultés en prescription pédiatrique par manque d'AMM, d'études faites par les laboratoires. C'est quelque chose qui est bien connu. C'est clair. C'est super. On a une problématique complexe de nombreuses situations de prescription hors AMM, que ce soit par repositionnement ou même par des molécules que l'on sait activer en adulte, qui ne sont pas répertoriées chez l'enfant et qui sont pourtant nécessaires à l'enfant. Il faudra bien nous aider à pouvoir couvrir tous ces domaines essentiels pour nous. Il y a aussi, là je prends des questions aussi qui viennent au fur et à mesure là par le chat. Il y a aussi dans nos maladies beaucoup de soins cutanés qui ne sont pas réellement des médicaments, qui sont des dispositifs médicaux, mais qui sont essentiels pour la prise en charge de nos patients.
Donc peut-être là, dans Ouais. la BNDMR, le Oui, manque oui, de les médicaments, DM. Ouais. c'est parce que ça collait peut-être pas exactement à la problématique de beaucoup de nos patients. Et là, il y a un besoin aussi énorme que Ouais, soit ouais. reconnu, Oui, 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 couvert, pris en charge ces soins oui, qui sont les traitements oui, actuels des symptomatiques de nos maladies. Absolument. Alors là, donc ça, effectivement, les dispositifs médicaux, en tout cas la ouais. plupart, sont également dans les données de l'assurance maladie. Donc ça peut être une solution aussi. Autant les registres, comme l'a dit Ah, Anne-Sophie, c'est bien. Ouais. seront très complets et permettront un suivi en vie réelle et seront vraiment très, très poussés. Donc peut-être ce ne sera pas vraiment faisable de le faire pour absolument tous les traitements. Après, vous pouvez faire une analyse un peu plus transversale où là, vous prenez tous les médicaments qui vous intéressent, tous les dispositifs médicaux qui vous intéressent, et vous dites, bah, par ailleurs, dans la BNDMR, on a repéré nos patients, donc on veut savoir sur les 10 dernières années, parmi tous les patients qu'on a, et certains sont des enfants, et certains, on le sait, n'ont pas vocation, ne sont pas dans les indications de tels médicaments, eh bien, on va regarder quand même en réalité bah, combien sur ces 10 dernières années ont bénéficié de ces traitements. Déjà, ça permettra, à défaut d'avoir du coup un suivi en vie réelle permettant de dire bah, et on constate une amélioration de tel ou tel signe, ça permettra déjà je dirais d'établir un petit peu le volume de cette pratique et tout de même au travers de l'évolution du parcours de soins du patient, de caractériser un petit peu à quel point le fait d'avoir pris tel médicament non seulement n'a pas eu d'impact délétère de ce que l'on peut voir du parcours de soins du patient, mais même potentiellement là significativement amélioré. Ça sera toujours des éléments dans la barque. Et je dirais ça au moins quand vous faites une étude comme ça, là pour le coup, une seule étude peut couvrir absolument l'intégralité des pathologies, des traitements, des dispositifs médicaux de votre filière. D'accord. Et si on élargit même les soins à nos patients, mais ça dépasse ce cadre-là, mais dans le fond, c'est une problématique extrêmement importante. C'est la prise en charge qui ne serait pas un traitement au sens propre, mais qui serait un soin au sens séance de kinésithérapie, par exemple, d'ergothérapie, de pédicurie, extrêmement importantes, qui ne sont pas du tout couvertes par l'assurance maladie et qui sont pourtant des soins au sens propre du traitement d'une manifestation d'une de nos maladies. Et donc là aussi, si on fait un travail important sur le médicament, c'est peut-être l'occasion d'élargir un petit peu plus que ça, mais que ça serve à quelque chose, sinon ça sert à rien qu'on le fasse, pour couvrir ces besoins qui sont Ça aussi me du paraît pas soin, soit du incompatible. traitement. Mmh. Je pense que c'est pas incompatible parce que c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on travaille. On les a reçus avec la DGS, mais avec cette fédération des spécialités médicales, parce que ces registres qui vont être mis en place, ils sont par maladie. À l'intérieur, donc moi j'avais posé la question des items et si on pouvait avoir des items par traitement, et donc il m'avait dit sans problème. Mais de la même manière, je vois, puisqu'on est par maladie, pourquoi ne pas avoir à l'intérieur du registre un item sur des pratiques, ou bien sur des DM. C'est évident que et de collecter des infos là-dedans, donc sur ces items-là. Donc je pense que c'est un outil un peu à couteau suisse et qui pourra être pratique pour répondre à des questions bien précises. Il faut pas se tromper. Je pense qu'après, il faut bien cadrer les choses et pas se tromper de questions et bien construire. Voilà. Et puis, il y a un point qu'on n'a pas du tout évoqué, mais qui, pour moi, est complémentaire. Il faut vraiment voir comment on le travaille. C'est tout ce qui est Patient Reported Outcome Measure, les PROMs, et de savoir comment on collecte aussi les données des patients en vie réelle. Et ça, je crois que c'est un enjeu majeur pour les années qui viennent, pour avoir la vision la plus fine de l'effet du traitement, l'effet du dispositif médical, l'effet de la prise en charge directement sur la qualité de vie du patient, sur son quotidien, sur le burden de la disease, comme le fardeau de la disease, comme la filière le porte, et c'est essentiel. Oui. Il y a dans les questions qui arrivent aussi, c'est est-ce qu'on sait les informations précises à collecter dans les deux registres? C'est déjà défini? Non, c'est à construire. Non, pas du tout. Justement, ce sera à construire. Ça dépend, je pense, des maladies et ça dépend des traitements. Je pense que Donc, les items seront un peu différents. c'est nous-mêmes qui pouvons construire ces items ou il y a Ouais. un set minimum demandé par le ministère et on peut l'élargir? Non, non. Pour l'instant, nous, effectivement, le set minimum, je dirais, si on est cohérent avec ce qu'on dit, on a un tout petit peu échangé avec Arnaud là-dessus, c'est que
ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait un set minimum qui correspondrait au set minimum que la BNDMR, je dirais, avec qui on pourrait construire un cartouche traitement qui soit commun à toutes les filières, de façon à avoir ce set minimum qu'on retrouverait dans tous les registres des pratiques et qu'on pourrait, on l'espère, il faut encore qu'on voit les formats d'interopérabilité et comment on peut passer d'une base de données à une autre base de données, de pouvoir retrouver ces mêmes items, ce qui enlève déjà tout un remplissage en moins. Donc ça, c'est notre objectif pour pouvoir toujours s'appuyer, je dirais, partir de la BNDMR, partir du dossier patient informatisé et ensuite, comme on avait présenté au COPIL des filières, quand on a des registres soit existants, soit des futurs registres, à chaque fois réfléchir comment on fait le lien avec la BNDMR de façon pas trop compliquée. Donc, déjà d'avoir des items communs et ensuite, en fonction de la pathologie et en fonction du traitement, on peut pousser sur des items qui, à mon avis, seront très spécifiques. Donc, les retombées d'un médicament pour la peau ne sera pas les mêmes que pour une autre pathologie. Exactement. Donc, ce set minimum va nous être adressé. On va le construire ensemble, si Arnaud est d'accord. D'accord. Si Arnaud est d'accord, pour qu'on voit comment, avec les filières, on essaie de faire. Voilà. Bien sûr. En fait, c'est en ce moment, hein, c'est working in process. Oui, c'est ça, c'est work in progress. En fait, dans quelques éléments complémentaires, le premier, c'est que donc dans Bamara, on peut tout à fait construire un recueil complémentaire. Dans les dossiers patients informatisés, ça sera un peu plus compliqué, donc informatiquement, c'est pas forcément très simple. Par ailleurs, on a bien conscience, et on le voit avec la notion de set de données minimum, que pour que ça fonctionne, il faut vraiment qu'il soit minimum. Et déjà, vous en faites l'expérience régulièrement, le set de données minimum, c'est pas neutre de renseigner ces données-là. Donc c'est la raison pour laquelle on veut éviter de surcharger ce qui vraiment doit être commun à tous et essayer de trouver plutôt des solutions, notamment en allant chaîner avec d'autres bases de données qui existent. Donc c'est un peu cette opportunité qui sera regardée entre dire, soit on part vraiment sur des registres un petit peu enfin c'est les registres des pratiques qui feront ce travail-là. Vraiment, du coup, ça va être sur une ou deux pathologies, ça va être très focalisé. L'avantage, c'est que du coup, ça permet de concentrer les moyens dessus pour que ce soit pas trop lourd pour collecter ces données. L'inconvénient, c'est que du coup, on ne traite pas du tout le monde. Et on essaiera de contrebalancer ça en voyant qu'est-ce qui est faisable à mettre pour le coup en commun sous la forme d'un set de données minimum commun à tous. Mais là aussi, on sait que c'est pas simple et que tout ça, ça prend du temps pour vous, pour collecter ces données. Donc, on n'est pas prêt d'imposer quelque chose comme ça sans une grande concertation, une grande réflexion. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il est possible que dans notre groupe de travail, il y ait quelqu'un de votre équipe qui soit avec nous pour participer à ces réunions et nous permettre d'être d'emblée dans la bonne direction de travail plutôt que de travailler à quelque chose qui serait adapté, remis en question, d'avoir quelqu'un en fait qui puisse régulièrement participer à notre groupe de travail? Alors, je ne sais pas à quel point régulièrement, vraiment, mais par contre, contribuer à votre groupe de travail sans aucun problème et y prendre part à chaque fois que vous avez besoin d'un avis côté BNDMR, c'est bien sûr avec plaisir. Alors, on va finir sur les questions, mais on va pratiquement les avoir toutes abordées. Est-ce que vous pouvez redéfinir, Arnaud, la fiche Orbis? Redéfinir? Réexpliquer ce qu'est la fiche Orbis. Ah, pardon, excusez-moi. Bien sûr, donc la fiche Orbis, c'est dans Orbis. Donc là, je parle à tous ceux qui travaillent à la PHP. À la PHP, donc dans Orbis, il y a un dossier de spécialité qui s'appelle Maladies rares. Qui a été assez largement déployé. Il y a eu des formations sur déjà près de 90%, si je ne dis pas de bêtises, des sites maladies rares de la PHP. On sera à 100% en début d'année prochaine. Ce dossier se substitue à Bamara, c'est-à-dire que c'est l'aboutissement du financement lancé par le ministère là-dessus. Pour que vous n'ayez plus à vous connecter sur une application qui est en dehors des systèmes d'information que vous utilisez dans votre hôpital, pour que vous puissiez rester dans Orbis, qui est le cœur de votre outil informatique, et bien c'est dans Orbis que vous pourrez saisir ces données. Elles sont envoyées automatiquement à Bamara. Et ceux qui ne sont pas à la paix?
Ceux qui ne sont pas à l'AP, donc il y a différentes situations. Aux HCL, par exemple, l'équivalence d'Orbis s'appelle Easily et l'équivalent de la fiche Maladira s'appelle Connemara. Et donc, de la même manière, Connemara est déployé sur l'intégralité des HCL et les données remontent également dans Bamara. Tous les jours, on reçoit des données de Lyon. À Lille, par exemple, l'équivalent s'appelle Sillage et il y a également un déploiement qui se fait petit à petit à Marseille. Il y a ça également. Donc, dans différents hôpitaux, il y a ça. Donc, on envoie c'est Linengin qui envoie des newsletters régulières. Et sur notre site internet, on communique aussi là-dessus pour vous donner la liste exacte des hôpitaux concernés et le plus de visibilité possible. D'accord. Et donc, la dernière question pour une table ronde qui a été très riche et qui se continuera dans le groupe de travail, qui est une question importante puisqu'elle a bloqué un petit peu la réflexion depuis la dernière réunion du groupe de travail sur ce sujet, il y a plus d'1 an, c'est quelle garantie pour que l'assurance maladie, en évaluant les prescriptions hors AMM, finalement ne pénalise pas finalement ces prescripteurs et les patients, puisque ayant une meilleure vision de toutes ces prescriptions AMM, finalement, et la possibilité d'être plus dans la sanction, compte tenu des difficultés, voilà, quelle garantie que finalement, ce qu'on essaie de faire, construire, le temps que ça soit construit, qui est une vision au long terme très positive, je trouve, hein, mais le temps que ça soit construit, que ça ne se retourne pas contre finalement les prescripteurs et les patients. Question importante qui a été. Je serais très curieux. Ouais. Vas-y. C'est quelque chose qui a été évoqué mi-octobre. Hein. Ouais. Oui, récemment, même mi-octobre, et ça a été dit à l'assurance maladie qui était présente. C'est clair que ça demande pour eux d'avoir, d'être attentifs à ne pas être bloquants, mais ce serait quand même étonnant parce que comme c'est eux qui portent deux de ces actions de cet axe 4 vraiment en propre et qu'ils ont pris par rapport au deuxième plan maladie rare vraiment une part plus importante, ce serait, sincèrement, je suis quelqu'un de très optimiste. Mais si on ne fait rien, c'est sûr qu'on va pas construire, on va pas avancer et on aura tout le temps des points de blocage ou sur tel ou tel traitement, il faudra monter au créneau parce que vous n'arrivez pas à avoir les traitements. Tandis que si on a une méthode bien construite, des collectes de données et qu'on arrive maintenant après à faire un usage compassionnel et de pouvoir officiellement faciliter la vie des malades parce que leur médecament est reconnu, et puis d'une certaine manière, c'est aussi les protéger, c'est-à-dire que parfois il peut y avoir peut-être des hors AMM qui n'ont pas beaucoup de sens, ça arrive, il faut aussi, certaines parties pourraient être délétères, il faut aussi mettre peut-être le holà sur certains points, je ne dis pas du tout par rapport à la filière, évidemment que les experts maladies rares de FIMARAN connaissent très bien les enjeux et les traitements, mais c'est pas toujours le cas de certains praticiens et peut-être qui seraient où des traitements seraient moins opportuns. On peut le voir sur d'autres pathologies où il y a des traitements qui sont complètement irréalistes et heureusement on a des PNDS qui se mettent en place aussi. On sait bien que ça n'a pas, ça ne fait pas ça peut pas être complètement opposable, mais certains PNDS nous sont conseillés par l'assurance maladie pour pouvoir justement mettre à l'intérieur les traitements hors AMM et en off, ils sont quand même tolérants à partir du moment où c'est quand même inscrit dans le PNDS. Donc voilà, il faut, je pense, avancer sur ce sujet-là. La RTU ne marchait pas, il faut trouver une solution. Et donc, je suis certaine qu'il y a des traitements qui gagneraient chez FIMARAN de pouvoir avoir cette reconnaissance officielle et d'arrêter de faire sur des prescriptions et de ne pas dire que c'est en hors AMM et d'avoir son remboursement comme ça. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais s'il fait qu'on n'a aucune visibilité sur la collecte des données et sur quel est le bénéfice. Donc, très bien. Donc, je pense qu'on va être tous attentifs à ça, à ce point-là, hein, qui serait… c'est clair. Autant nous sinon ce serait les soignants que les patients, ça serait la révolution si d'un coup étaient pénalisées des prescriptions justifiées qui sont des avancées ou un retard à l'utilisation des prescriptions justifiées, le temps qu'administrativement ça soit validé. Si ça prend 2 ans alors qu'on peut soulager dans le mois patient sous un code de preuve scientifique justifié,
ça sera évidemment quelque chose qu'on va... Bien sûr. Merci beaucoup. On va arrêter cette vigilance est partagée. Et merci infiniment de toutes ces réponses. On a bien compris que vous étiez prêts à participer à nos groupes de travail, n'est-ce pas Arnaud? Et Anne-Sophie, je sais qu'on peut faire appel à vous chaque fois que nécessaire. C'est surtout que, j'en ai un petit peu parlé à Arnaud, il y a vraiment un accompagnement aussi de la BNDMR. Il y a un très bon travail sur l'Observatoire des diagnostics fait par la BNDMR avec Sarah Otmani. Et donc, nous, l'idée, c'est de ne pas surcharger la BNDMR et de leur donner les moyens de, s'ils ont besoin, avoir un recrutement d'un pharmacien ou de quelqu'un qui a ce profil sur les traitements, de pouvoir travailler avec vous sur ce sujet-là. Donc, c'est aussi notre objectif de ne pas enfoncer encore plus la BNDMR parce qu'ils ont déjà beaucoup de travail. Donc, on souhaite les aider aussi sur cette partie. Voilà, ça c'est pour Arnaud, c'était plus pour nous. Hein. Pour Arnaud. Oui, mais c'est aussi utile pour vous parce que c'est la personne référente. Ils ne sont pas… Voilà, merci. Donc, on passe à la table ronde suivante. Merci beaucoup à vous.